Et si nous nous trompions d'ennemi? Derrière la récente crise au Burkina Faso, une vérité plus inquiétante se dessine. Ce n'est pas juste une tentative de coup d'État, mais l'ultime assaut d'un ancien système agonisant, prêt à tout pour survivre. Deux mondes s'affrontent, l'un, corrompu et soumis à l'influence étrangère, l'autre, porté par une jeunesse déterminée à défendre la souveraineté et la dignité collective. Pour bien comprendre ce qui se joue, rappelons-nous que l'histoire du Burkina Faso est jalonnée de luttes pour l'émancipation, souvent contrariées par des forces invisibles ou par des agents infiltrés. Souvenez-vous, en 1987, la révolution menée par Thomas Sankara a été brutalement interrompue par un coup d'État sanglant, orchestré avec la complicité de réseaux extérieurs et de traîtres internes. Plus de 3 décennies plus tard, les fantômes de ce passé ressurgissent. Dans l'ombre, des mercenaires, jadis bras armés de la France et de l'élite des années 80, ont failli précipiter le pays dans l'abîme. Leur retour n'a rien d'une mission de sauvetage. Ils œuvrent pour ressusciter leurs privilèges, piétinant les rêves d'une génération sacrifiée pour l'équité et la justice. Leur coup de force n'est pas l'expression du peuple, mais l'œuvre d'un réseau glacial, indifférent à la nation, obsédé par ses seuls profits. Pour illustrer cette mécanique, prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire voisine, où des réseaux similaires ont tenté à plusieurs reprises de manipuler les transitions de pouvoir pour préserver les intérêts d'une élite déconnectée des réalités populaires. En 2010, la crise post-électorale ivoirienne a vu des transferts de fonds illicites, des alliances douteuses et des ingérences étrangères qui rappellent étrangement ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso. Le plus troublant reste le vide moral de ces conspirateurs. Prenez l'histoire de cet assassin dont le mariage fut annulé en pleine opération. Alors que sa fiancée imaginait un avenir, lui dressait la liste de ses victimes, finançant la fête avec l'argent du crime. Choisir des fleurs en préparant la mort de ses camarades, voilà le vrai visage de la trahison. Ce n'est pas un cas isolé. Dans l'histoire du continent, on retrouve des épisodes similaires. En République démocratique du Congo, lors du renversement de Patrice Lumumba en 1961, certains officiers recevaient des pots de vin pour trahir leur camp, tout en menant une vie mondaine, organisant des fêtes et préparant des cérémonies familiales alors que le pays sombrait dans le chaos. Le parallèle est saisissant. Mais l'enjeu va bien au-delà de la sécurité. Si nous ne savons pas identifier l'ennemi et ses méthodes, nous risquons de perdre la stabilité, la souveraineté et l'héritage destiné aux générations à venir. Ce combat dépasse le Burkina Faso. Céder, c'est ouvrir la porte au pillage des ressources, à l'écrasement des rêves et à la confiscation de nos destins. Prenons l'exemple du Nigeria, où le laxisme devant la corruption a permis à des groupes armés de s'emparer de régions entières. Là aussi, le manque de vigilance a coûté cher à la jeunesse, qui a vu ses rêves se dissoudre dans la violence et l'instabilité. L'histoire nous montre que l'ennemi véritable n'est pas toujours celui qui brandit une arme, mais souvent celui qui manipule dans l'ombre, corrompt et divise. Pour comprendre ce qui s'est réellement joué, il faut remonter à l'origine de cette opération secrète, là où tout a failli basculer. Découvrons comment les premiers indices de la conspiration sont apparus, et pourquoi personne n'a vu venir la tempête. Tout commence par une anomalie presque invisible. Imaginez un flux d'argent inhabituel, des allers-retours discrets entre la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso. Des hommes d'affaires peu scrupuleux, souvent déjà soupçonnés de trafic d'or ou de contrebande de carburant, servent d'intermédiaires. À Ouagadougou, ils louent discrètement des appartements, organisent des réunions nocturnes et distribuent des enveloppes épaisses à des officiers mécontents. Comment la rancune et la soif de richesse peuvent-elles suffire à menacer l'avenir d'une nation? Sous les discours officiels, la vérité est bien plus sombre. Une toile de trahison, tissée par l'avidité, la jalousie et la nostalgie du pouvoir, a failli précipiter le Burkina Faso dans le chaos. Depuis son exil au Togo, Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien chef d'État, tire les ficelles dans l'ombre. Il ne cache ni ses intentions, ni ses méthodes. Ses armes, des applications cryptées, la manipulation et l'argent facile. Son discours ne porte aucune vision d'avenir, seulement le ressentiment et la volonté de reprendre ce qui, selon lui revient. Ses communications sur Signal, ou Zangui,
rappelle celle des putschistes maliens de 2020, qui utilisaient eux aussi des applications sécurisées pour coordonner leurs actions. Cette méthode d'organisation clandestine, difficile à infiltrer, permet la circulation d'ordres, de fonds, mais aussi de rumeurs destinées à semer le doute au sein de l'armée. Les fonds pour semer la discorde ne tombent pas du ciel. Plus de 70 millions de francs CFA traversent la Côte d'Ivoire avant d'atterrir à Ouagadougou. Ces sommes, transportées par des marchands véreux, finissent entre les mains d'officiers corrompus. Chaque enveloppe d'argent sale voyage dans l'ombre, portée par des mains prêtes à tout. À ce stade, il est essentiel de rappeler que ces montants astronomiques, pour un pays où le salaire minimum ne dépasse pas 100 000 francs CFA par mois, représentent une tentation démesurée. Dans les quartiers populaires d'Ouagadougou, une telle somme permettrait de faire vivre une famille entière durant plusieurs années. Pourtant, cet argent ne sert ni à créer des écoles, ni à réparer des routes, mais à acheter des consciences et à fomenter la violence. Mais le plus glaçant, c'est la méfiance qui règne au sein même du réseau. L'argent censé financer l'assassinat et la subversion est siphonné à chaque étape. Chacun prend sa part, détourne les fonds ou vole ses propres complices. Ce n'est plus seulement une affaire de trahison nationale, c'est une corruption si profonde qu'elle ronge jusqu'au cœur du complot. Ce phénomène de méfiance rappelle les purges staliniennes de l'Union soviétique dans les années 30, où chaque conspirateur craignait d'être dénoncé par son propre complice. Même au sein des mafias siciliennes, l'histoire montre que la cupidité et la défiance permanente finissent toujours par affaiblir le réseau de l'intérieur. Chaque transaction douteuse, chaque promesse non tenue, chaque trahison impunie envoie un message terrible. Ici, seul l'argent fait foi. Ce poison détruit l'espoir, brise la confiance et laisse croire que l'avenir appartient aux plus corrompus. Si ce cycle n'est pas brisé, c'est la promesse de toute une génération qui s'envole. Mais le réseau ne s'arrête pas à la corruption. Sa vraie cible, c'est la résistance burkinabé, là où se joue le destin du pays. Dans l'ombre, ceux qui refusent la fatalité s'organisent. Une nouvelle génération décide de défier ce système pour sauver l'avenir. Pourquoi s'en prendre à nos drones? Parce que l'ancien ordre craint tout ce qui pourrait le dépasser. Les ennemis ne visent pas seulement des engins. Ils veulent briser la révolution qui, aujourd'hui, métamorphose notre armée et redessine le destin du Burkina Faso. Pour eux, supprimer la technologie et ceux qui la maîtrisent, c'est tenter d'étouffer la lumière qui guide une génération entière vers la souveraineté. Illustrons cela par un exemple récent. Lors de la bataille de Djibo en 2023, les drones burkinabés ont permis de repérer et de neutraliser des groupes djihadistes qui terrorisaient les villages du Nord. Cette victoire fut saluée dans toute l'Afrique de l'Ouest car elle montrait la capacité d'innovation et de résilience d'une armée autrefois sous-équipée. Les ennemis du progrès l'ont bien compris. Frapper les opérateurs de drones, c'est décapiter la stratégie de défense nationale. Leur plan était simple et implacable. Éliminer nos commandants de drones, ces officiers entraînés, aguerris, capables de mener des frappes décisives contre les groupes djihadistes. Priver l'armée de cet atout, c'était espérer inverser le rapport de force, replonger le pays dans la peur, le chaos, l'impuissance. Ce scénario n'est pas sans rappeler la tentative d'assassinat du général Abdel Fattah al-Sisi en Égypte, alors qu'il modernisait les forces armées pour contrer l'insurrection. Dans chaque cas, c'est la maîtrise de la technologie et l'émergence de nouveaux leaders qui suscitent la haine des nostalgiques de l'ancien régime. Mais ce coup monté cachait un réseau bien plus tentaculaire qu'un simple groupe de traîtres. Des chefs de la garde républicaine, censés défendre la nation, ont renié leur serment. Des commerçants corrompus ont servi d'intermédiaires pour l'argent et les armes. Au-delà des frontières, des relais au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Togo, facilitaient à la logistique, l'évasion, la coordination secrète. Pour mieux saisir cette internationalisation du complot, rappelons l'histoire du coup d'État en Guinée-Bissau en 2012, où des agents venus du Sénégal, du Portugal et même du Brésil avaient été impliqués dans la logistique et le financement des putschistes. La leçon est claire. Aucun pays n'est à l'abri tant que ses voisins restent perméables à l'argent sale et aux réseaux mafieux. Face à cette menace, le nouveau service de renseignement burkinabé a montré sa maîtrise. Les agents n'ont pas foncé tête baissée. Ils ont surveillé chaque mouvement, cartographié chaque contact,
Analyser chaque livraison. Laisser mûrir le réseau, c'était courir un risque, voir les conspirateurs s'approcher de leur but. Mais c'était aussi la seule façon de frapper au cœur du système, pas seulement à la surface. Des séances d'écoute ont permis d'identifier des codes, des noms de codes, des points de rendez-vous dans des stations-service de la périphérie. Des agents en civil ont infiltré les cercles de confiance, à la manière des célèbres opérations menées par la Stasi en Allemagne de l'Est, où la patience et la discrétion faisaient tomber les réseaux les mieux organisés. Le jour venu, l'opération a été d'une précision redoutable. Les forces spéciales ont capturé les conspirateurs avec armes, argent, preuves en main. Tout a été saisi. Cette arrestation témoigne du professionnalisme d'une nouvelle génération de soldats, forgés dans l'épreuve, dévoués à l'intérêt du peuple plutôt qu'à l'enrichissement personnel. Ce succès n'est pas un accident. Il est le fruit d'une stratégie de patience et d'anticipation. Attendre avant d'agir, c'était la clé pour démanteler le réseau entier et dévoiler, au grand jour, l'ampleur de la menace. Si une seule branche avait survécu, tout pouvait basculer. La guerre contre le terrorisme se serait muée en piège, sans issue, l'avenir du pays sérieusement menacé. On pourrait comparer cette approche à celle des services israéliens lors de l'opération Entebbe en 1976. Ne pas frapper trop tôt, mais attendre le moment propice pour neutraliser toute la chaîne de commandement adverse. En déjouant ce complot, la nouvelle génération démontre qu'elle défend bien plus qu'un régime. Elle protège le droit d'un peuple à choisir sa voie. Mais ce n'est qu'une bataille d'une guerre plus vaste, une guerre des générations où se joue l'identité même de l'Afrique de demain. Pourtant, même cette victoire ne suffit pas à garantir la paix. Les ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur n'abandonnent jamais aussi facilement. Quand la vieille garde s'effondre, qui prend la plume pour écrire l'histoire? Au Burkina Faso, il ne s'agit pas d'une simple crise, mais d'un tournant générationnel qui pourrait redéfinir l'avenir de tout un continent. L'ascension fulgurante du général Simporé et l'intégration officielle des volontaires pour la défense de la patrie changent la donne. Ces citoyens soldats, issus du peuple, incarnent une méritocratie militaire nouvelle. Désormais, ce ne sont plus l'ancienneté ni les réseaux obscurs qui ouvrent les portes du pouvoir, mais le courage, la loyauté et le sacrifice. Ce bouleversement offre à chaque jeune Africain l'espoir de servir s'il le veut vraiment. Pour donner un exemple concret, citons le parcours de Mariam Ouedraogo, volontaire issue d'un quartier défavorisé de Bobo-Dioulasso, aujourd'hui chef de section grâce à son engagement sur le terrain. Sa réussite inspire des milliers de jeunes filles à croire en leurs valeurs et à s'impliquer pour la défense nationale. Les anciens conspirateurs, autrefois protégés et tout-puissants, ont été publiquement désavoués. Leur humiliation ne vient plus d'un exil doré ou d'un procès arrangé, mais d'un rejet collectif. C'est la fin d'une ère où les tractations secrètes et la protection étrangère imposèrent leurs lois aux États africains. Cette déchéance résonne comme un avertissement dans toute la région. Face à ce séisme, le silence glacial des grandes puissances occidentales est révélateur. Paris, jadis omniprésente, se tait désormais. Ce mutisme trahit une réalité nouvelle. L'Afrique n'attend plus l'aval de personne. Ce sont les choix des Africains, et eux seuls, qui sculptent désormais leur destin. Ce n'est pas un simple changement de visage, mais l'émergence d'une transformation institutionnelle profonde. Les structures de pouvoir se réinventent, entérinant la méritocratie et la souveraineté dans les lois comme dans les pratiques. Ce souffle inspire bien au-delà du Burkina Faso. De Dakar à Addis Abeba, une jeunesse attentive observe. Et si ce modèle pouvait s'étendre à tout le continent? On retrouve les prémices de cette dynamique au Sénégal, où la société civile impose de plus en plus la transparence et la reddition des comptes, ou en Éthiopie, où les débats sur l'inclusion et la réforme s'animent, portés par une jeunesse connectée et exigeante. Mais le chemin reste périlleux. Le débat brûlant sur l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba, toujours abrité chez les voisins du Sud, révèle la fragilité des solidarités régionales. Les démocraties côtières seront-elles complices passives ou véritables alliés? L'enjeu, c'est de refonder l'unité africaine, dépasser les vieilles rivalités pour bâtir une solidarité authentique, fondée sur des principes neufs.
À l'image de l'Union africaine qui peine parfois à réagir face aux coups d'État, il devient impératif d'adopter des mécanismes d'entraide plus efficaces. Le Rwanda, après le génocide, a mis en place des tribunaux populaires pour juger les crimes collectifs. Cette démarche pourrait inspirer de nouvelles méthodes de coopération régionale pour juger les conspirateurs et empêcher leur fuite vers l'étranger. Le risque est immense. Si la rupture n'est pas totale, si les réseaux corrompus s'infiltrent à nouveau, l'Afrique pourrait perdre sa première vraie chance d'écrire une nouvelle page. Il ne s'agit pas simplement de changer des noms. L'enjeu, c'est de bâtir un continent où chaque ressource, chaque victoire, profite enfin à son peuple. Pourtant, au cœur de ce renouveau, des forces tapies dans l'ombre affûtent déjà leurs armes. La bataille pour l'avenir n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. La révolution ne se joue pas uniquement derrière des portes closes ou dans les casernes, mais dans l'esprit de chaque citoyen. Ce qui s'est produit au Burkina Faso n'est pas un simple affrontement militaire. C'est le signal d'alarme d'une nation tout entière et l'écho d'un appel à la vigilance pour chaque conscience éveillée. Ici, la haine et la vengeance n'ont pas leur place. Notre but est de reconquérir nos ressources, notre avenir, notre dignité. À chaque tentative de putsch déjouée, à chaque ingérence étrangère stoppée, le peuple burkinabé gagne en force, et la jeunesse africaine comprend qu'il est possible de refuser que d'autres dictent notre destin. L'ancien système, fait de privilèges, de corruption et d'influence étrangère, ne doit plus guider nos choix. Dénoncer ne suffit plus. Il faut bâtir une nouvelle culture, fondée sur la méritocratie, où chaque femme et chaque homme est reconnu pour sa compétence, son courage et son intégrité. À la jeunesse qui assiste à ce bouleversement, ce que vous venez de voir n'est pas un épisode de plus dans une longue série d'instabilité. C'est une cassure nette. Désormais, chacun porte la responsabilité de défendre nos acquis. Ce n'est plus seulement l'affaire des dirigeants ou des soldats, c'est la mission de tous, au quotidien, de refuser les compromis faciles et de protéger l'avenir. Pour rendre ce changement durable, il faut des actions concrètes. Dans chaque quartier, organisons des clubs citoyens pour surveiller la gestion des ressources locales, comme cela se fait à Accra, où les habitants se mobilisent pour exiger la transparence dans les marchés publics. À l'école, encourageons les débats sur la démocratie et le civisme, afin que chaque élève devienne un acteur de la transformation nationale. Les réseaux de connivence et d'opportunisme qui rongeaient nos institutions doivent être remplacés par l'unité et le mérite. C'est là notre seule garantie d'un futur solide. Pour y parvenir, restons mobilisés, prêts à défendre nos victoires et nos rêves, face à toutes les menaces de retour en arrière. Baisser la garde, c'est offrir une seconde vie à l'ancien système. Céder à l'apathie ou à la peur, c'est trahir ceux qui ont donné leur vie pour la justice et la liberté. Notre force réside dans la vigilance et dans l'engagement de chacun, des plus jeunes aux plus anciens. Alors, que déciderons-nous collectivement pour écrire la suite de notre histoire? Mais derrière chaque victoire, une question demeure. Comment transformer cette rupture en un changement durable et éviter que l'histoire ne se répète? La réponse se trouve dans la capacité de chacun à agir concrètement, dès aujourd'hui. Commencez par des gestes simples. Refusez la corruption, même lorsqu'elle semble anodine. Élevez la voix lorsque vous êtes témoin d'injustice. Soutenez les initiatives locales qui visent l'éducation, la santé ou l'accès à l'eau potable. C'est en multipliant ces actes du quotidien que se construit une société résiliente. Inspirez-vous des exemples du passé. En Afrique du Sud, après l'apartheid, des milliers de citoyens se sont engagés dans les comités de vérité et de réconciliation, refusant la vengeance pour bâtir un avenir commun. Au Rwanda, l'implication des citoyens dans les Gakaka a permis de tourner la page du génocide et de reconstruire l'unité nationale. L'ancien monde s'écroule sous nos yeux, mais nul ne peut prédire la suite. Le coup d'État déjoué au Burkina Faso n'était pas un simple épisode de plus dans la longue histoire d'instabilité. Il incarnait le dernier souffle d'un ordre ancien, bâti sur la corruption, l'ingérence étrangère et la nostalgie de l'impunité. Ce système, qui refusait de mourir, vient de rencontrer l'obstination d'une génération qui en a assez de courber l'échine,
assez de survivre sur des miettes. Ceux qui ont tenté de faire basculer le pays en arrière ne cherchaient ni justice ni progrès. Leur combat n'avait rien d'une cause. C'était une opération de survie pour leur fortune et leur pouvoir. Leur soi-disant révolution n'était que deal douteux, règlement de comptes et valises remplies d'argent sale entre Ouagadougou, Lomé et Abidjan. Même entre eux, la défiance régnait. Aucun honneur, aucune vision, aucune promesse d'avenir. Seulement la soif de contrôle pour quelques-uns, au détriment de tous. Face à cette manœuvre, une Afrique nouvelle se dresse. Une Afrique qui refuse de laisser son destin s'écrire à Paris, à Washington ou ailleurs. Une Afrique qui rejette le fatalisme, qui refuse d'être le terrain de jeu de puissances étrangères. Ce basculement n'est pas qu'une victoire militaire, c'est la preuve qu'un autre modèle, fondé sur la souveraineté, le mérite et la dignité, peut émerger. Mais attention, rien n'est gagné. Les réseaux de l'ancien monde n'ont pas disparu. Ils se masquent, changent de visage, attendent la moindre faille. Ceux qui misent sur l'échec du renouveau rêvent de voir l'Afrique replongée dans la dépendance, la soumission, la honte. Si nous faiblissons, nous condamnons nos enfants à revivre les mêmes humiliations, les mêmes pillages, les mêmes coups d'État orchestrés depuis l'extérieur. Aujourd'hui, choisir son camp dépasse la politique ou la stratégie. C'est une question de dignité. Défendre l'honneur de ceux qui ont rêvé d'indépendance, ouvrir un horizon aux générations qui suivront. L'Afrique se construit ici et maintenant, à travers chaque choix, chaque acte. Rester neutre, c'est ouvrir la porte à l'ennemi. S'engager, c'est donner un sens au sacrifice, bâtir une réputation nouvelle pour tout un continent. Le monde observe, et chaque victoire contre la corruption, chaque résistance à la manipulation étrangère, chasse un peu plus l'ombre du doute. Ce n'est plus l'heure de la résignation, mais celle de la lucidité et de la mobilisation. C'est cela qui se joue aujourd'hui. L'avenir du continent, l'honneur de nos familles, la possibilité d'une Afrique respectée et souveraine. Rien n'est écrit d'avance, et chaque voix, chaque geste compte désormais. La question de la pérennité du changement se pose donc à nous tous. En renforçant nos institutions, en consolidant l'éducation civique, en développant la presse indépendante, nous pouvons créer les garde-fous qui protégeront la souveraineté conquise au prix de tant de luttes. En fin de compte, souvenons-nous que chaque génération a rendez-vous avec son destin. Celle du Burkina Faso aujourd'hui, comme hier celle de Nelson Mandela ou de Thomas Sankara, doit choisir entre la résignation et l'audace. Le choix est entre vos mains. Écrirez-vous la suite de l'histoire ou laisserez-vous d'autres le faire à votre place? À vous de bâtir une nation fière, un continent digne, un avenir où la liberté n'est plus un mirage, mais une réalité